Et bonjour à tous, aujourd'hui on continue du coup votre cours sur le chapitre 9, les lumières colorées. Cette fois-ci on va le terminer. La dernière fois on s'était arrêté du coup sur tout ce qui concernait la longueur d'onde, les radiations en longueur d'onde et ainsi que les autres adjectifs qui s'intitulaient mono et polychromatique. Donc du coup on va aller un peu plus loin que ça, on va voir comment ça se disperse la lumière et surtout ce qu'est un spectre de lumière. Allez, on y va. Hop, voilà. Donc du coup, dispersion de la lumière blanche par un prisme grand 2, on le marque. Pour déterminer la composition en radiation lumineuse d'une lumière, il faut la disperser. Alors la disperser, c'est un phénomène que vous connaissez vachement bien, c'est prendre toutes les longueurs d'onde d'une lumière et de les décaler les unes par rapport à l'autre, les disperser. Voilà, quand vous prenez une foule et que vous mettez de l'espace entre les différents individus, bah, vous les dispersez. La lumière c'est pareil, on prend toutes les longueurs d'onde et on les disperse. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez ce qu'on appelle un prisme. Donc en fait, un prisme c'est quoi? C'est un comment dire? C'est un morceau de verre ou de plexiglas qui contient, enfin, c'est la forme volumique d'un triangle. Voilà, vous prenez un triangle en base, ok? Vous lui appliquez une hauteur, ça fait une forme en volume. Je me souviens plus comment ça s'appelle en volume. Mais bon, voilà. Prenez un triangle, du coup, vous imaginez un triangle. Vous mettez une hauteur. Un peu comme un cercle, ça devient un cylindre. Et ben un triangle, ça devient un prisme. Voilà, c'est comme si simple que ça. Il doit être fait en verre, il doit être fait en plexiglas, l'un des deux, tant qu'il est transparent. Et en fait, quand vous faites pénétrer du coup un faisceau de lumière, une lumière par l'une des faces, vu qu'il y a un changement de million, on l'a vu avec la loi de Snell-Descartes, vous avez ce qu'on appelle une déviation, même une réfraction quand ça rentre. Et vu que ça va sortir par la deuxième face, vous avez du coup une double réfraction, donc deux fois la déviation. Et là, à la sortie, la lumière blanche devient un arc-en-ciel. Et c'est ce qu'on appelle du coup la dispersion de la lumière. C'est le spectre de dispersion de la lumière, exactement. Voilà. Cet arc-en-ciel, vous le voyez aussi souvent juste après une grosse pluie dans le ciel. C'est parce qu'il reste encore des fines particules d'eau liquides qui tombent. Et donc du coup, ces petites particules d'eau, elles vont avoir comme conséquence d'être assez petites, d'induire un changement de milieu, et donc de diffuser une lumière qui est dispersée à l'inverse de la lumière qu'elles ont reçue. Voilà. Donc tout ça en fait c'est des phénomènes que vous connaissez déjà, mais cette fois-ci on met des mots dessus et on permet du coup, grâce à ce cours, de poser le même vocabulaire pour se comprendre, vous et moi. Voilà, donc du coup un prisme, je vous ai expliqué ce que c'était. Un réseau, c'est un peu plus compliqué, c'est un appareil optique qui est soit composé d'un quadrillage, donc plein de petits obstacles, soit ça peut être aussi une gouttelette d'eau, soit ça peut être les sillons d'un CD. Ça peut être plein de choses en fait qui vont être très petits et très proches, soit en termes de des tout petits obstacles qui vont permettre en fait à la lumière de pouvoir venir se disperser. Voilà, donc ça par exemple, ça vous le savez qu'un CD, moi j'ai pas de CD à côté. J'ai pas de CD, bon tant pis, j'en ai pas. Mais en tout cas, quand vous voyez un CD avec la lumière du jour, vous voyez bien qu'il y a une irisation qui se fait. Et vous voyez bien en fait toutes les longueurs d'onde du spectre de l'arc-en-ciel qui sont visibles. Hein. Ok. Allez, on continue. Le spectre de la lumière blanche, alors là c'est pas un problème de daltonisme, hein. Je sais que la diapo elle est de couleurs différentes. C'est juste que en fait un texte entièrement rouge ça ressortait mal sur celle d'avant. Là au moins on la voit beaucoup mieux. Le spectre de la lumière blanche est composé de l'ensemble des radiations lumineuses du domaine visible. Votre domaine que vous pouvez voir, toutes les longueurs d'onde des radiations lumineuses que vous pouvez capter avec votre œil, c'est ce qu'on appelle le domaine du visible. A l'inverse, ce qu'on ne peut pas voir, c'est du domaine de l'invisible, ok ? Et dans ce domaine-là, on connaît deux zones, on connaît celle qui est au-dessus, celle qui est en dessous, en termes d'énergie. Au-dessus, les ultraviolets, et en dessous, les infrarouges, ok ? Et du coup, entre ces deux domaines, on peut tout voir. Enfin, normalement, on peut tout voir. Et ça se situe, du coup, sur une plage de longueur d'onde de seulement 400 nanomètres. Ça va de 400 à 800. 400, ça correspond au violet, et 800, ça correspond au rouge.
Du coup, vu qu'on a plein de longueurs d'onde, on a 400, 401, 402, 403, etc., etc. Et même celles qui sont entre elles, hein, il y a plein de longueurs d'onde, en fait il y en a une infinité. Mais entre 400 et 800, ce domaine précis, bah forcément vous avez plusieurs longueurs d'onde, et donc la lumière blanche, qui est l'addition de toutes ces longueurs d'onde, de 400 à 800, elle est du coup par définition polychromatique. Elle possède à l'intérieur plusieurs radiations, plusieurs couleurs, et ça normalement, ça devrait être bon pour vous. De toute façon, si n'importe quelle lumière, vous la faites passer par un prisme et vous avez au moins deux longueurs d'onde à sa sortie, bah forcément cette lumière elle est polychromatique. Si elle était vraiment monochromatique, il n'y aurait du coup qu'un seul trait, qu'une seule couleur, qu'une seule radiation qui serait égale à celle de départ. Réfraction par un prisme, du coup, un prisme dévie davantage les radiations de courte longueur d'onde que les radiations de de plus grande longueur d'onde. Tiens, il y a une faute là. Veuillez ne pas recopier la même chose. Hein. C'est pas grade longueur d'onde, c'est grande longueur d'onde. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez connu. En fait, les longueurs d'onde les plus déviées, en fait, sont les longueurs d'onde du bleu, voilà. C'est pour ça, par exemple, que quand vous arrivez proche de la nuit, vous avez un coucher de soleil où vous avez beaucoup plus d'intensité rouge, parce que la lumière, en fait, que vous recevez normalement, elle continue. La lumière qui passe un peu au-dessus de l'atmosphère, va être déviée, et le rouge, du coup, va venir, en fait, s'enquiller beaucoup plus, voilà. Alors que après le coucher du soleil, vu que la lumière normalement ne devrait plus apparaître, eh bien c'est seulement la lumière d'onde bleue qui vient de très loin et qui est bien déviée qui va continuer à venir. C'est pour ça qu'après le coucher du soleil, on a davantage de bleu dans le ciel que de rouge. C'est parce que le rouge est moins dévié que le bleu dans l'atmosphère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le prisme. Voilà, il faut savoir ça. Pour le prisme, ça dévie davantage les grandes longueurs d'onde, les petites longueurs d'onde que les grandes longueurs d'onde. On va enfin parler des spectres, du coup en grand 3, les spectres d'émission. On ne verra pas les spectres d'absorption qui ne sont plus au programme. Voilà. Spectre d'émission, et on va commencer par le spectre continu d'origine thermique. Alors, c'est pas compliqué, il y a beaucoup de gros mots là-dedans. Ok, mais c'est pas compliqué. Spectre, c'est le résultat après dispersion d'une lumière par un prisme ou par un réseau. Continu, ça veut dire qu'il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de noir entre deux couleurs, comme vous le voyez dans l'exemple en dessous. Et d'origine thermique, ça veut dire qu'il a une origine qui est liée à la chaleur. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer un corps, ok, n'importe lequel, ça peut être une barre de fer, ça peut être n'importe quoi. On va le faire chauffer, et ce corps, sous l'action de la chaleur qu'on lui donne, sous l'action de l'élévation de température qu'il va subir, il va naturellement émettre une lumière, et cette lumière sera ensuite par un prisme, c'est vérifiable, un spectre continu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc du coup, un corps qu'on va fortement chauffer, qu'il soit solide, mais ça peut être aussi un liquide ou un gaz sous haute pression, attention, sous haute pression c'est important, produit un rayonnement d'origine thermique dont le spectre est continu. Vous avez un très bon exemple, c'est les lampes à filaments, donc ça s'appelle des lampes aussi à incandescence, c'est-à-dire qu'on va lui infliger une température assez haute, donc ça c'est un fil de tungstène, symbole chimique W, il peut résister, il me semble, à une température de 700 degrés, un truc comme ça. Enfin, vérifiez sur Wikipédia ou sur une autre source encore plus fiable, mais tungstène ça chauffe pas mal. Hein. Donc du coup, avant de rompre en fait, ce filament de tungstène il va être élevé à une certaine température, qui est en dessous de celle de fusion, ce qui est intéressant comme matériau, c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Et du fait de subir autant de température, ce filament de tungstène va libérer une lumière, et une lumière blanche d'origine d'origine thermique et dont le spectre est continu. Voilà. Donc quand vous prenez une lampe à la maison type filament, le spectre que vous recueillez, c'est celui-ci là que je vous mets ici. Ça ressemble à un arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel, ok. Sauf que si vous ne le voyez pas sous la forme dispersée, mais sous la forme compacte, vous avez une lumière blanche. Voilà. Toute lumière blanche est un arc-en-ciel, et il va falloir vous y faire. C'est comme ça la vie. Et vous voyez bien en bas que ça commence à 400, ça finit à 800 en termes de longueur d'onde, le violet bien à 400, le rouge à 800. En dessous de 400 nanomètres, vous avez l'ultraviolet, et au-dessus
des 800 nanomètres, vous avez les infrarouges. Faut savoir que l'échelle de longueur d'onde est inverse à celle des énergies. Ok, une énergie d'une lumière bleue est beaucoup plus importante que celle d'une lumière rouge. C'est pour ça que vous avez des filtres à lumière bleue sur vos téléphones portables. C'est pour ça que certains revêtements de lunettes, pour ceux qui ont des lunettes, ont des revêtements anti-lumière bleue. C'est parce que les lumières bleues sont beaucoup plus énergétiques et donc du coup beaucoup plus dangereuses lors d'une exposition prolongée pour votre œil. Ok, donc courte longueur d'onde, grande énergie. Et petite énergie, grande longueur d'onde. Voilà, tout simplement. La lumière émise par un corps fortement chauffé, un filament, une coulée de lave, etc., ne va dépendre en fait uniquement que de sa température. Ça veut dire que quelque chose qui est déjà bien chauffé, pour avoir du rouge qui est émis d'un solide ou d'un liquide, il faut quand même lui infliger une sacrée température. Hein. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on va toucher instinctivement avec la main en se disant ça va. Non, non, c'est très chaud déjà. Ok. Donc du coup, quand on voit une barre de fer par exemple sortir du four d'un forgeron, ben vous avez un bout qui est orange, hein, enfin un bout qui est rouge. Ce bout rouge est très chaud, mais c'est le moins chaud de la barre. Il faut savoir que le fer qui est à l'extérieur, limite du four, est rouge, mais quand vous allez vous rapprocher, vous voyez qu'il y a un orange qui est beaucoup plus intense en termes de lumière, et même au bout, si on continue, on a un petit bout blanc, et ce bout blanc, en fait, il est encore plus chaud et encore plus lumineux, en termes d'intensité, que les deux autres couleurs que vous aviez vues avant. Donc du coup, quand un corps va s'échauffer, il va émettre une lumière, un type de lumière, des longueurs d'onde de lumière, qui vont dépendre de sa température. Au début, il va commencer à fournir du rouge, ok. Il faut savoir qu'on émet tous de la lumière au passage. Hein. Vous, moi, etc. On émet tous de la lumière dans l'infrarouge. Donc qui est une gamme moins énergétique que le rouge, hein, souvenez-vous, de plus haute longueur d'onde. Et si on vient à chauffer du coup chaque corps, ben en fait les longueurs d'onde vont baisser, jusqu'à arriver au visible et le rouge. Ok. Donc du coup, quand vous voyez une lumière rouge apparaître d'un corps qui a été chauffé, c'est la première qui va arriver. Chaque corps qui commence à devenir rouge, c'est parce qu'il a commencé à être chauffé. Mais si vous continuez, bah vous allez faire tout l'arc-en-ciel ainsi. Enfin, attention, je m'avance un petit peu, c'est pas vraiment vrai ce que je dis. Hein. Donc du coup, vous allez avoir le rouge qui va apparaître en premier, mais si vous continuez à chauffer, bah, à ce rouge va s'ajouter des longueurs d'onde comme celle du orange. Je vais revenir sur le spectre d'avant, il va être utile. On va arriver sur des longueurs d'onde comme celle du orange, ok, qui vont s'ajouter au rouge, et ça va nous faire cet orange là qui est très très intense lumineux, de lumière, une lumière assez intense, parce que vous avez le rouge plus le orange en termes de somme de rayons, vous avez beaucoup plus de rayons. Si vous avez que le début du rouge, bah vous avez, je sais pas, par exemple, on va dire une bêtise, on va avoir 10 rayons rouges, alors que si vous prenez plus de température, bah vous allez avoir, je sais pas, peut-être 15 de rouge, et 30 d'orange, ça fait une somme de 45. C'est beaucoup plus intense en termes de lumière qu'avant. Ok, la couleur est beaucoup plus intense. Et si on vient encore une fois ajouter des rayons, eh bien on va avoir le vert qui va s'ajouter, le début du bleu, et déjà là vous avez les trois couleurs primaires. Ça veut dire que rouge plus vert plus bleu, ben en fait vous avez déjà la couleur blanche qui va apparaître. Ok, même si vous n'avez pas les bleus plus foncés et le violet. Ok. Donc du coup, c'est bien ce qu'on dit ici, quand un corps s'échauffe, la couleur de la lumière émise évolue du rouge au blanc en passant par l'orange. Ok. Ça, ce sera toujours vrai. Ce sera toujours comme ça. D'où l'expression d'ailleurs chauffer un fer à blanc. Vous n'aurez jamais la couleur verte toute seule, ça n'existe pas. Le rayonnement du coup qui est émis va s'enrichir progressivement en radiation de courte longueur d'onde. On va s'enrichir progressivement, on va passer du rouge vers l'orange, du orange avec un peu de vert, ça va donner du coup encore un jaune, voilà. Et on va incorporer le bleu, qui va donner la lumière blanche, etc. Par contre, si vous continuez, eh bien en fait, on va ajouter encore plus de courtes longueurs d'onde, mais du coup, les longueurs d'onde qui étaient plus longues vont devenir de plus en plus minoritaires. Donc du coup, dans le mélange de couleurs, le rouge va tendre à disparaître, et en fait, on va avoir des corps qui vont devenir de plus en plus bleutés. C'est pour ça que vous avez des corps qui sont bleutés quand ils sont très 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 hauts en température. Vous avez deux exemples qui peuvent venir
très rapidement dans votre esprit, c'est soit la lumière d'un chalumeau, soit la lumière de votre briquet pour les fumeurs. Vous avez à la base de votre briquet, par exemple, vous avez à la base de votre briquet une lumière bleue, c'est parce que c'est très très chaud, et ensuite vous avez une lumière qui est beaucoup plus rouge parce que ça a déjà été refroidi par votre environnement proche. Ok ? Si on prend deux exemples de type stellaire, parce que la physique c'est aussi dans l'espace, si je prends deux étoiles par exemple, bon faut savoir que les étoiles, comme le Soleil, c'est une grande majorité, hein, le Soleil, les étoiles de type G sont assez majoritaires, ouais il y en a pas mal. Il y en a pas mal mais il y a plus de naines rouges quand même. Bon, en gros les étoiles comme le Soleil il y en a pas mal, ok. C'est pas le type le plus répandu, mais c'est pas le moins non plus, quoi, voilà. Il faut savoir que les étoiles, du coup, elles sont classées par une double échelle qui vont dans le même sens, et ça s'appelle le modèle du type spectral. C'est pas au programme, hein, tout ça, bien sûr, mais je pense que ça peut vous intéresser. Donc du coup, les étoiles, en fait, se rangent à la fois par couleur et par taille, en fait, par diamètre. Et les deux, en fait, vont de pair. Dans ce qu'on appelle la séquence principale, ça veut dire la durée, comment dire, leur moment de vie qui correspond à 99% de leur temps, en gros. Voilà. Leur âge adulte, si vous voulez. Sachant qu'une étoile peut... Si on prenait un homme qui vivait 100 ans, l'étoile, elle devient adulte à 1 an, par là. Et elle commence à partir en cacahuète dans les 10 dernières minutes. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc du coup, 99% de ce temps, c'est tout le moment adulte, hein, jusqu'à 10 minutes avant. Les étoiles, du coup, sont rangées par couleur et par taille. On a les toutes petites rouges, qu'on appelle les naines rouges, comme les types M, par exemple, et vous avez les géantes bleues, qui sont le type O. Alors du coup, ces étoiles-là, quand vous les rangez, le Soleil, c'est un type G, donc du coup, on est très petit. Mais ce que je voulais vous faire voir, outre la classification de tout ça, c'est que si on se compare à une étoile de type O, par exemple comme Rigel, qui est la deuxième étoile de la constellation d'Orion, vous avez en fait une grosse différence de luminosité. Du fait que le Soleil n'est pas assez chaud pour aller s'enrichir des lumières bleues. Il y en a, mais pas assez. C'est pour ça en fait, le Soleil peut apparaître blanc, mais légèrement jaune. C'est pour ça, du coup, qu'on a un type G. Hein. Les types F ou A sont vraiment des étoiles beaucoup plus blanches, parce que plus chaudes et plus enrichies en bleu. Le Soleil n'a pas assez de bleu, en fait, pour devenir blanc. Et du coup, il a une température qui forcément s'en ressent, qui est de 5500 degrés environ à sa surface. Une étoile qui est beaucoup plus bleutée comme Rigel, Rigel, elle affiche 11 000 degrés au compteur, ce qui est 2 fois plus que le Soleil. Vous avez des étoiles qui sont 2 fois plus chaudes que le Soleil, ça existe. Et bien, il y en a bien davantage d'ailleurs. Voilà. Là, c'était une petite parenthèse astronomique pour vous faire rendre compte que ça marche sur les corps qu'on chauffe sur Terre, mais ça marche aussi dans l'espace. C'est une règle qui s'applique à n'importe quel corps. D'ailleurs, ça s'applique à n'importe quel corps. D'ailleurs, vous noterez aussi que le Soleil par rapport à Rigel, hein, c'est une poussière. Hein, ok, c'est environ la même différence que si vous mettez la Terre à côté du Soleil. B, spectre de Ré, parce que maintenant on a vu le spectre d'émission continue, maintenant on va voir le spectre de Ré. Qu'est-ce que c'est ? En fait, quand vous excitez un gaz d'atome à basse pression, vous allez pouvoir avoir une émission de lumière, mais ça va correspondre à quelques raies bien précises. Ok ? Ces quelques raies bien précises, on les connaît bien, elles sont référencées, on les a toutes testées, enfin quasiment, toutes testées. Et en gros, je peux, moi par exemple, et vous allez pouvoir, vous, grâce à des documents, etc., enfin moi et vous, grâce à des documents, dire que si vous chauffez tel gaz, vous allez avoir telle raie. Et vous pouvez aussi dire avec un document présentant des raies, ah, ça c'est tel gaz. Ça c'est possible. Parce qu'en fait, chaque gaz, quand il va être à basse pression, ok, excité à basse pression, il va émettre certaines raies, certaines couleurs, certaines radiations, certaines longueurs d'onde, ça c'est synonyme, hein, qui sont bien précises et qui correspondent vraiment qu'à lui. Ça veut dire que du coup, la chose que je vous ai mis en bas, c'est un spectre de raies d'émission, certes, c'est à apprendre par cœur d'ailleurs, mais c'est aussi la carte d'identité de votre atome. Ça veut dire que ça, par exemple, je sais que ça appartient à l'hydrogène, à l'hélium, au radon, n'importe quoi, ok ? Et ça permet du coup d'avoir pas mal d'informations qui sont vachement utiles, et je vais du coup vous les dévoiler juste après.
Marquez aussi que les longueurs d'onde des raies d'émission sont spécifiques de chaque atome, mais aussi de chaque ion. On peut le faire par exemple avec du sodium, avec du mercure, etc. D'ailleurs, nous avons ces 2 lampes au laboratoire, et si jamais nous rentrons cette année ou que je vous ai l'année prochaine, bah faites-moi penser à vous le faire voir, et on mettra en place ce TP afin de rattraper un petit peu ce qu'on n'a pas fait cette année. Il est donc possible d'identifier la présence d'un atome ou d'un gaz excité à partir de son spectre, et inversement aussi, hein, je l'ai pas mis. Le spectre de raies d'émission d'un atome ou d'un ion fait fonction de carte d'identité, c'est ce que je vous disais juste avant du coup, ok. Je passe vite, vous l'écrivez du coup en respectant bien les couleurs, et on passe du coup à ce que je voulais vous dire. Du coup là c'est petit c, hein, c'est pas petit b, c'est petit c, j'ai oublié de changer la lettre. Spectre d'une étoile, et c'est là où la carte d'identité en fait des atomes va être vraiment importante, c'est qu'en fait les étoiles, bah vous avez sur Wikipédia par exemple la température du soleil, là elle n'est pas vérifiée, j'ai vérifié tout à l'heure, elle n'y est pas, ok. J'ai dû vérifier sur un autre site beaucoup plus sérieux, mais bref, vous avez des fois la température du soleil qui est mise, et vous avez aussi par exemple la composition du soleil, il y a de l'hélium, de l'hydrogène, mais comment on sait ça? Déjà, il n'y a personne qui est allé mettre un thermomètre au soleil pour voir ah, 5500 degrés. Non, personne n'y a été. Et on n'a jamais été prendre un échantillon qu'on a ramené au labo pour dire ah ouais, effectivement, t'avais raison, c'était de l'hydrogène. Non, non, ça n'existe pas, ok. Tout ce qu'on peut faire par rapport au soleil, c'est fait sur Terre. On n'a jamais quitté la Terre pour aller vers le soleil. Le plus proche qu'on est allé, c'est la Lune. Ça veut dire qu'on a fait un pas de côté par rapport au trajet qui vous sépare du lycée, quoi. En gros, ça marche. C'est ça qu'on a fait pour l'instant astronomiquement. Donc du coup, tout ce qu'on connaît sur le Soleil, on l'a vu depuis la Terre, et c'est comme ça, comme je vais vous l'apprendre, qu'on l'a deviné. C'est parce qu'en fait, le spectre d'une étoile, la lumière qu'on vient disperser, nous, avec un prisme, et venant de l'étoile, en fait, n'est pas si continu que ça. En fait, ce spectre, il a l'air continu, mais quand vous vous rapprochez un petit peu, vous étudiez un petit peu plus près, bah il manque quelques raies quelque part, donc des raies qui sont plus ou moins intenses, etc. Et ces raies, en fait, ça correspond exactement à la carte d'identité, enfin à la somme des cartes d'identité de tous les atomes qui sont dans l'étoile en question. Par exemple, si je superpose le spectre d'avant, qui était celui de l'hydrogène, il me semble, à celui du Soleil, et bien toutes les raies noires là du spectre du Soleil sont complétées, enfin pas toutes, parce qu'il y a aussi celle de l'hélium par exemple, mais en tout cas toutes les raies que j'ai de l'hydrogène vont pouvoir s'ajouter à ce spectre pour le compléter. Ok. En gros, tout ce qu'un atome peut émettre en termes de raies, il peut aussi l'absorber. Un atome qui est excité va envoyer de la lumière à basse pression, hein. Cet atome du coup va envoyer des raies bien précises. Mais si un atome du coup à l'état fondamental, on ne dit pas qu'un atome est calme, on dit qu'il est à l'état fondamental. Si un atome à l'état fondamental reçoit ces mêmes lumières, alors il s'excite. Donc c'est un phénomène qui est réversible en fait, hein. Un atome peut absorber les mêmes lumières qu'il émet. Ça veut dire que du coup, dans le Soleil, bah, les raies qui manquent, c'est des raies qui ont été absorbées par des atomes qui se sont excités du coup. Et cette lumière du coup qui était absorbée ne nous est pas transmise, et c'est pour ça qu'on a des raies noires. Donc du coup, chaque raie noire en fait, c'est la signature d'un atome qui est présent dans le Soleil. Et c'est comme ça en fait qu'on est remonté à la composition du Soleil, c'est juste en étudiant sa lumière. Et d'ailleurs, tout ce qu'on sait sur les étoiles actuellement, 99% de ce qu'on sait sur les étoiles actuellement, c'est grâce à leur lumière. Voilà. Ce sera tout du coup pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas si compliqué. On a étalé un petit peu dans les étoiles parce que bah, j'aime bien ça et que je pense qu'il y en a qui aiment bien ça aussi chez vous. Donc du coup, bah, pour moi c'est un plaisir. On se quitte du coup en vous donnant 3 exos. Je vous donne du coup ces 3 exos à réaliser. C'est vraiment des exos très directs hein, sur votre cours. C'est le 33, 34 et 35, page 280. Je vous demande de les faire absolument parce que sur le livre, si je me trompe pas, ouais, il n'y a que 5-6 exos différents sur ce chapitre. Donc du coup, s'il vous plaît, faites-les. Ça veut dire qu'on va vraiment faire tous les types d'exos possibles, ok? Voilà. J'espère que vous travaillerez du coup là-dessus. Nous nous retrouvons du coup lundi. Lundi, nous serons du coup le 4 mai. Et lundi, du coup, on corrigera ces exercices-là avant de passer à la suite du cours. Allez,
Merci à tous, et puis du coup, respectez bien le confinement, hein, respectez bien les consignes du gouvernement, restez en sécurité.